Bon, ben bonjour à tous. Merci d'être là en présentiel ou en ligne, hein, pour ceux qui sont en ligne aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à l'ISFOR le professeur Hugo Germain de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, petite bio rapidement, le professeur Germain a été embauché à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2012, après 2 postdoctorats sur l'immunité des plantes. Ces recherches sur l'immunité des plantes sont financées depuis 2012 par diverses subventions, dont une chaire de recherche institutionnelle, puis une chaire de recherche du Canada et maintenant une chaire de recherche senior. Donc, voilà. Il aborde l'immunité des plantes sous différents angles. Ses recherches sur les effecteurs des pathogènes sont le thème dominant du labo depuis 2012. Plus récemment, son labo s'est montré plus actif sur le nucléopare qui sera abordé aujourd'hui. Et aussi, depuis la légalisation du cannabis au Canada, le Dr Germain a également lancé un programme de recherche sur les populations génomiques du cannabis sauvage en Inde, dont il va vous parler un petit peu aujourd'hui aussi. Alors, bienvenue. Et voilà, à toi la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Dans le fond, comme Karine le disait, je suis professeur à l'UQTR depuis 2012. Karine et moi, on se connaît, entre autres, parce qu'on travaille ensemble pendant la semaine de la Saint-Valentin à chaque hiver. Tu vas mettre de drôles de... Oui, c'est ça. En fait, on est évaluateur sur le même comité du CRSNG, puis ça tombe toujours pendant la semaine de la Saint-Valentin. Fait que c'est plus clair. Très belle Saint-Valentin. Hein, c'est pas de quiproquo de cette façon-là. Fait qu'encore cet hiver, on va travailler ensemble. Dans le fond, quand Karine m'a invité à présenter dans le cadre d'un cours d'écologie à des écologistes, j'ai dit, tu sais à qui tu parles parce que je suis vraiment pas un écologiste. Je suis pas dans un département d'écologie non plus. Mais, puis là, je le dis plus pour les étudiants que pour les professeurs, là. Une des choses qui a marqué ma carrière, moi, en fait, c'est que je me voyais vraiment pas devenir chercheur quand j'ai fait ma maîtrise. En fait, je savais pas vraiment ce que j'allais faire, mais je me doutais bien que ça allait pas être chercheur. Parce que je ne m'imaginais pas pouvoir travailler sur la même chose pendant des années et des années. Puis quand j'ai fait mon doctorat, je travaillais avec un excellent chercheur qui travaillait sur les protéines kinases et plus spécifiquement sur un domaine précis des protéines kinases, puis il a fait sa carrière là-dessus. Puis même si j'admire les gens qui sont capables de faire une carrière sur un petit domaine et quelques acides aminés d'une protéine, je me disais ça, c'est clairement pas pour moi. Fait que je ne deviendrai pas chercheur. Puis là, je suis parti travailler dans l'industrie. J'ai travaillé pendant 3 ans dans l'industrie à toucher à plein de choses. Puis, tu sais, j'avais fait mon baccalauréat en microbiologie, ma maîtrise en génétique des populations, mon doctorat sur le développement de l'ovule des plantes. Puis là, je suis parti travailler dans l'industrie pour 3 ans à monter des tests de détection moléculaire, comme les tests pour la COVID, des tests PCR, en 98. Ça fait quand même longtemps. À ce moment-là, c'était du PCR en temps réel, mais je veux dire, le PCR en temps réel, c'était du high-tech à ce moment-là. Puis là, après ça, j'ai comme développé vers la fin de mon doctorat, après avoir rencontré certains chercheurs, des chercheurs, en fait, que je me rendais compte qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils travaillaient sur ce qui les intéressait, puis pas nécessairement juste ce sur quoi ils avaient été financés, puis ils avaient fait leur postdoc. J'ai dit, mais peut-être que moi, je serais capable de faire une carrière de chercheur comme ça. Puis c'est un peu ça que j'ai essayé de développer. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je peux vous présenter, en fait, même si 90 de mon financement ou 95 de mon financement, c'est pour travailler sur les effecteurs de pathogènes. Il n'y aura pas une slide aujourd'hui sur les effecteurs de pathogènes. Je vais vous présenter d'autres choses que je fais dans mon laboratoire qui sont des projets périphériques sur des choses qui me font triper. Puis je vais chercher de l'argent pour travailler sur une chose, mais des fois, je prends un petit peu de cet argent-là pour financer d'autres projets, puis pour travailler sur d'autres choses. Fait que je vais vous présenter un peu un projet qui est vraiment plus de l'écologie numérique que j'ai fait sur les champignons comestibles avec une communauté autochtone de l'Abitibi, puis une compagnie de géomatique. Ensuite, je voulais présenter, en fait, je pense que c'est cet été ou au mois de juin, tu m'avais contacté ou je ne sais plus. Mon intention, c'était de présenter le projet que j'ai fait en Inde. Je pensais qu'on aurait suffisamment de résultats, mais mon étudiant a décidé de prendre une pause cet automne pour se concentrer à donner un cours. Donc, on a moins de résultats, mais je vais quand même vous présenter un peu l'approche qu'on a fait. Puis, je vais parler aussi du nucléopare. Puis là, je comprends que le nucléopare, pour des écologistes, ça remonte à vos cours de biologie cellulaire. Puis, même pas tous les profs de biologie cellulaire qui vont aborder le nucléopare. Fait que ça se pourrait que ça soit un petit peu plus aride, cette portion-là, pour vous, mais je vais vous présenter juste les faits saillants parce que dans notre labo, on a fait vraiment, disons, 2 découvertes. Je dis ça humblement, mais je pense 2 découvertes quand même assez importantes que je vais essayer de mettre
mettre en valeur ici, puis vous allez voir que ça pourrait avoir de l'impact. Puis l'autre chose aussi, c'est quelque chose qu'on discutait brièvement, Karine et moi, tout à l'heure, c'est que je viens aussi d'une petite institution, donc je viens du QTR. On essaye de dire qu'on est une moyenne, là, parce qu'on grossit, puis on grossit, puis on grossit, mais ça reste que comparé aux grosses, on est quand même une petite institution. Puis, on le sait que quand on est dans une petite institution, on ne se bat pas nécessairement toujours à armes égales par rapport à d'autres institutions qui n'ont pas les mêmes ressources. Moi, je trouve que ça prend doublement de la créativité. Puis, il faut vraiment se connecter avec le milieu encore plus, comme Karine réussit à le faire aussi. Tu n'as peut-être pas besoin de faire ça quand tu es dans une grosse institution, mais Karine a bien réussi à le faire. Moi aussi, j'ai bien réussi à le faire, à me connecter avec la collectivité pour faire des projets qui sont importants pour la collectivité, parce que la recherche, c'est pas juste du fondamental. Moi, je fais beaucoup de fondamental, mais je trouve ça le fun des fois de faire des projets avec les communautés autour. Donc, le premier projet que je vais présenter, donc, je ne sais pas si vous connaissez ce champignon-là ici, probablement si vous avez passé du temps en forêt, champignon crabe ou champignon homard. En fait, c'est un champignon qui est super intéressant d'un point de vue écologique parce que ce n'est pas un champignon. C'est deux champignons. Je ne sais pas si vous l'aviez réalisé, mais c'est un champignon basidiomycète qui va se faire parasiter par un ascomycète. Donc, le basidiomycète, initialement, n'est pas comestible. Il n'est pas toxique, mais il n'est pas comestible. Puis, en se faisant parasiter, en fait, il va devenir comestible. Puis, un des projets que je n'ai pas présenté, mais qui est plus un projet de phytochimie, c'est qu'on a regardé qu'est-ce qui arrive au métabolite du basidiomycète, parce que c'est un champignon qui n'est pas comestible, puis il devient. Fait que là, comment ça, tout d'un coup, il devient bon, puis c'est un des champignons les plus prisés au Québec, le champignon crabe. Fait que c'est plus un projet de phytochimie qu'on a fait, ou de microchimie. Là, je ne suis pas capable de changer mes diapositives. Juste remettre la souris Dans l'écran. dans les voies, parce qu'elle se promène dans les dessous. OK, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir deux étudiantes, Geneviève Laperrière puis Roxane, dans le fond, qui sont dédiées. Roxane a fait sa maîtrise, puis Geneviève a fait son doctorat sur un projet sur les champignons. Je les ai recrutées dans le département d'environnement pour les amener travailler dans un laboratoire de génomique fonctionnelle. Au début, ils étaient un peu perdus, mais j'avais besoin des gens qui ont des connaissances en écologie terrain pour faire ce projet-là, parce que moi, la majorité de mes étudiants, c'est des biochimistes et des gens qui font de la génomique. Tu n'amènes pas ces gens-là sur le terrain nécessairement, parce que là, ils sont tout perdus dans le bois, puis ils tournent en rond. J'avais besoin d'écologistes. Puis, en fait, ce projet-là, il vient en Mauricie, la mycologie, c'est très, très, très populaire. Je dirais que c'est une des régions où il se récolte le plus de champignons au Québec. La communauté est assez bien développée. On a des cours pour les cueilleurs, disons, amateurs, mais on a des cours cueilleurs experts aussi. On leur explique comment transformer le champignon pour l'amener vers les restaurants. Puis on a des cours pour les chefs aussi, comment apprêter les champignons. Fait qu'il y a une bonne économie du champignon, mais c'est ça, en 2015, j'ai été invité, parce que j'avais eu 2-3 petites subventions sur les champignons, là, j'ai été invité par la MRC à faire une mission économique sur les champignons. J'ai dit oui. Je ne savais pas trop à quoi ça m'engageait. J'ai dit oui comme en janvier. Puis là, en septembre, on m'a dit OK, au mois d'octobre, on part pour l'Espagne, 15 jours pour la mission économique sur les champignons. 15 jours en pleine session. Déjà, ce n'est pas facile à organiser, mais heureusement, il y en avait une de ces semaines-là, que c'était la semaine de relâche. Puis là, on a passé 15 jours à manger des champignons, récolter de la truffe en Espagne. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis au retour, ça a donné naissance à ce projet. Alors, ce projet, OK. Ce projet-là a été initié par Timiskaming First Nation, qui est une communauté autochtone qui est située au sud de Rouyn-Noranda, en Abitibi, qui travaille depuis des années et des années avec une compagnie qui s'appelle Progigraph, une compagnie de géomatique. Puis ils ont développé des cartes de potentiel, c'est-à-dire des cartes où ils vont pouvoir savoir que, par exemple, le thé des bois, sur une carte, là, ils sont capables de dire, en fonction des caractéristiques écoforestières, ils devraient en avoir à cet endroit-là, mais perdez pas votre temps à cet endroit-là, il n'y en aura pas. Puis ils voulaient la même chose pour les champignons. Malheureusement, au Québec, bon là, je représente 6 champignons qui sont comme parmi les plus connus au Québec. Le matsutake qui se trouve ici, le bolet, même si on n'a pas exactement les mêmes bolets qu'en Europe, la chanterelle commune, la morille, l'armillaire ventru et le champignon crabe. Donc ça, c'était les 6 champignons sur lesquels la communauté autochtone voulait qu'on travaille. Mais dans les données écoforestières, il n'y a aucune information sur les champignons. Zéro. Donc, il y a le pH, l'âge du peuplement,
Est-ce que c'est du résineux? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de l'herbe au sol? Est-ce qu'il y a de la mousse, l'épaisseur de la litière? Il y a plein d'informations, mais il y a zéro information sur les champignons. Fait que la communauté puis la compagnie génétique étaient incapables de créer des cartes de potentiel pour le champignon. Donc, c'est ça. La problématique, en fait, c'est que le champignon est très peu décrit au Québec. Puis, si on veut faire un inventaire pour le champignon, ben, on ne peut pas se présenter au printemps et dire on va faire un inventaire de la région ici, parce que ce champignon-là, peut-être qu'il produit au printemps, mais peut-être qu'il produit juste pendant 2 semaines en juillet, mais peut-être aussi qu'il produit au début octobre. Fait qu'on ne peut pas demander à un étudiant de faire un inventaire à la grandeur du Québec, parce que tout ce qu'il va faire au début de l'été, bien, évidemment, il n'y aura pas de champignons, mais c'est peut-être que c'est un excellent habitat, mais il est au mauvais moment. Donc, il n'existe pas d'inventaire de champignons au Québec. Donc, il n'y a pas de recensement et les peu d'inventaires qu'il y a sont vraiment incomplets. Il n'y a rien dans les inventaires forestiers. Puis, il y a à peu près personne au Québec qui travaille sur les champignons comestibles. Donc, il y a vraiment un retard dans la littérature scientifique. C'est ça qu'on discutait tantôt. Parce que j'ai fait quelques projets sur les champignons, je suis comme devenu l'expert. Parce qu'il y avait quelqu'un à l'Université Laval avant qui a pris sa retraite. J'ai mon collègue Mohamed Ejri puis Russell qui ont travaillé un petit peu sur les champignons, mais ça reste des projets qui sont marginaux. Et on a quelques espèces comme le champignon crabe qui est unique à l'Amérique du Nord. Puis la majorité des descriptions sur l'habitat qu'on a, ça vient tout d'Europe. Le champignon crabe est totalement absent en Europe. C'est un champignon qui est le plus massif qu'on pourrait exporter, que les Espagnols ont adoré quand on leur a apporté, mais on n'a pas une structure organisée de transformation du champignon. Donc, l'approche qu'on a faite, parce que moi, je ne suis pas vraiment un écologiste, mais je me suis dit, si on n'est pas capable de faire des inventaires en amenant des gens en forêt et en regardant s'il y a du champignon, le mycélium, lui, il est toujours dans le sol. Fait qu'on pourrait utiliser ce qu'on est bon, c'est-à-dire l'ADN. On est bon pour faire du metabarcoding, parce que l'ADN du champignon, lui, il est dans le sol toute l'année. Même si on allait en hiver, l'ADN du champignon, il est dans le sol. On va être capable de faire des inventaires forestiers. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans 2 régions. Donc, d'abord en Abitibi-Témiscamingue, parce que la communauté Témiscamingue First Nation sont situées là. Puis, on est allé aussi en Haute-Mauricie puis en Mauricie. En Haute-Mauricie, parce qu'il y a beaucoup de cueilleurs dans ce coin-là. Donc, on a amené 8 étudiants en Abitibi-Témiscamingue, 4 équipes de 2. Puis, la Haute-Mauricie puis la Mauricie, c'est 2 étudiants avec des équipes de cueilleurs qui ont fait l'échantillonnage. Parce que les cueilleurs, ils vont déjà en forêt, donc ça a facilité les choses. On leur donnait des parcelles qui étaient proches des endroits où ils allaient, fait que ça a diminué les coûts. En tout et pour tout, là, c'est à peu près 24 000 km qu'on a couvert en pick-up pendant un été. Pour vous donner une idée là, du millage qu'on a fait, essentiellement du chemin forestier. Puis, dans le fond, on a pris les caractéristiques éco-forestières, on a fait un genre de matrice, puis on a essayé de couvrir le plus de conditions éco-forestières différentes à 5 ou 6 réplicas dans ces 3 endroits-là. Donc, 500 échantillons en tout. Et les échantillons qu'on prenait, dans le fond, on prenait un petit échantillon de sol, tout petit, donc environ 0,5. Ben, dans un sac, on en mettait plus, on mettait à peu près, c'était approximatif, une poignée de sol qu'on récoltait avec un verre stérile pour ne pas contaminer d'un endroit à l'autre. On mettait ça dans un sac Ziploc, mais au final, on extrayait l'ADN de 0,5 g de sol. Donc, c'est 500 fois 0,5 g de sol qui a été extrait au niveau de l'ADN. Ensuite, on a procédé par metabarcoding. Donc, pour ceux qui ne sont pas super familiers avec le metabarcoding, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais en gros, c'est qu'on est capable de distinguer pratiquement toutes les espèces de champignons sur la base de leur ADN. C'est pour ça qu'on appelle ça un code barre. Comme à l'épicerie, vous passez la bouteille de ketchup, bien, la caisse, ça sait que c'est une bouteille de ketchup, puis après ça, la bouteille de moutarde, parce qu'il y a un code barre qui les identifie. Tous les organismes vivants, on peut faire ça aussi. Ils ont tous un code barre qui les identifie. Fait, par PCR, donc on a fait l'extraction d'ADN, on fait une amplification PCR, ça veut dire qu'on amplifie le code barre, puis on le lit par séquençage. Donc, on envoie ça à Génome Québec, on lit ça par séquençage. Donc, pour nos 500 échantillons, on a obtenu, il me semble que c'est 720 millions de séquences qu'on a traitées évidemment par bioinformatique et non manuellement. Donc, mon étudiante était
quand elle a commencé son doctorat, elle était même épeurée par Excel. Fait il y a une courbe d'apprentissage assez importante pour apprendre à programmer en R, puis elle est devenue excellente. Et finalement, on a obtenu ce qu'on appelle des OTU. Donc, OTU, c'est l'équivalent des espèces. Ça veut dire Operational Taxonomic Unit. Pourquoi qu'on appelle ça des OTU? C'est que dans plusieurs cas, on n'est pas arrivé à l'espèce. Pourquoi? Parce que dans le sol, il y a plein de champignons qui, en fait, ne sont pas décrits, qui n'ont jamais été cultivés, mais qui sont trouvés à plein d'endroits. Les séquences sont déposées dans les bases de données. On sait que ça va s'appeler Uncultured Soil Mushroom, par exemple, puis il est retrouvé à plein d'endroits dans le monde. Fait que c'est pas un artefact, ça existe. Puis on peut dire que ça fait partie de telle branche, puis ça appartient à tel règne, mais on ne sait pas c'est quoi. On va l'appeler une unité taxonomique opérationnelle. Puis à l'intérieur de ça, ben, il y en a qu'on est capable d'identifier, comme par exemple le champignon crabe, la chanterelle, pour lesquels on a beaucoup de séquences, puis on les a cultivées, puis on les a décrites. Donc, le fragment qu'on a amplifié, là, pour ceux qui connaissent bien le barcoding, c'est l'ITS2. Il y a deux ITS, l'ITS1 et l'ITS2. Nous, on a choisi l'ITS2 pour son pouvoir de résolution, mais on aurait pu faire exactement la même chose avec l'ITS1. Bon, ça, OK. Là, quand nous, là, je présente avec un champignon qui s'appelle Amanita muscaria. Donc, ceux qui connaissent un peu les champignons, c'est l'amanite tumouche. Donc, un champignon qui est toxique. C'est sûr que ce serait plus intéressant si je présentais pour une des 6 espèces que je vous ai montrées, sauf que ça a été financé par une communauté autochtone, Progigraphe, puis toute la propriété intellectuelle leur appartient. Donc, je ne présente pas les modèles pour la chanterelle parce que là, je vous donnerai la recette pour trouver des chanterelles partout. C'est eux qui ont la propriété intellectuelle là-dessus et ils distribuent, dans le fond, les droits et les cartes à qui ils le veulent, c'était entendu au départ. Mais bon, il y a plus ou moins d'intérêt pour la manette, mais c'est exactement la même chose pour les espèces comestibles. Donc, on a utilisé donc des approches d'écologie numérique avec l'ensemble toutes les informations qui se trouvent sur les cartes écoforestières et nos présences d'ADN. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est, je vais vous donner un exemple, là, mettons la chanterelle, on avait 70 sites qui avaient de la chanterelle. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi les caractéristiques écologiques qui sont déterminantes pour la présence ou l'absence de chanterelle. Donc, si on dit ça prend un pH entre 7,2 et 7,6, du conifère de 35 à 45 ans et ainsi de suite. Donc, au début, on cherchait uniquement des corrélations positives, mais on s'est rendu compte que les corrélations négatives étaient aussi très importantes parce que si on a de l'eau stagnante, par exemple, puis un milieu très hypoxique, c'était très mauvais pour la chanterelle commune. Fait qu'on c'est des équations qu'on cherchait qui nous permettaient d'établir les relations positives et les relations négatives pour la présence d'espèces. Donc, on a travaillé avec des modèles linéaires généralisés. Ça, c'est vraiment pas ma force, mais on collaborait avec des écologistes là-dessus. Puis, donc, on a obtenu un paquet de modèles, puis chacun avait un support statistique à divers degrés, puis on a essayé d'aller vers deux choses, soit les meilleurs modèles ou les modèles qui sont les plus simples à utiliser pour l'industrie. Puis ça, c'est deux choses complètement différentes. Donc, par exemple, le modèle A ici était équivalent au deuxième modèle que je vais vous montrer. C'est nos deux meilleurs modèles. Mais lui, donc, les critères qui étaient importants, c'était le niveau de précipitation. La présence de mousse au sol était une corrélation négative. Le pH, donc ça, c'est... En fond, 7,5, c'est comme un pH de 7. Plus le pH s'approche de 7,5, plus ça va être près de 1. L'âge du peuplement, c'était une corrélation négative, donc ça veut dire que ça prenait un peuplement jeune. Le maximum était de 100 ans. La présence de lichens, la présence d'arbustes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est difficile pour une entreprise d'utiliser un modèle qui a autant de critères que ça. Puis, on s'est retrouvé avec un deuxième modèle qui était presque aussi bon, dans lequel uniquement précipitation, présence de mousse, puis pH nous donnait essentiellement les mêmes résultats. Fait qu'on a essayé, pour des raisons académiques, de développer les meilleurs modèles, mais quand on a transmis les modèles à Progigraphe, qui était la compagnie de géomatique, on leur a plutôt transmis les modèles qui étaient les plus faciles à utiliser. Donc, uniquement avec précipitation, mousse, pH, pour la manite tumouche, on était capable d'avoir des très bons modèles.
Mais il y avait d'autres espèces de champignons où c'était pas du tout ces trois caractères-là. C'était la présence d'éricacées au sol, par exemple, ou la présence de petits arbustes qui était le meilleur facteur. Donc, nos équations ressemblaient grosso modo à ça. Donc, ça, c'était avec le modèle B. Mais ce qui va vous intéresser, c'est le genre de carte qu'on a pu générer. Donc, ça, par exemple, c'est dans la région de Rouyn-Noranda. C'est comme ce qu'on appelle des heat maps. C'est-à-dire que donc, tous les petits points que vous voyez ici, c'est des parcelles écoforestières. Donc, sur la carte du Québec, il y a 33 000 parcelles écoforestières. Nous, on a appliqué le modèle uniquement au sud de la baie James parce qu'on aurait pu rajouter 30 000 autres parcelles écoforestières, mais il n'y a pas vraiment de champignons au nord de la baie James, fait que ça ne servait à rien de nécessiter du temps de calcul pour des endroits où il n'y a pas de champignons, puis on savait que nos relations allaient être négatives. Donc, où vous voyez comme des points qui sont très rouges, c'est des parcelles où notre modèle dit qu'il y a une probabilité très élevée de trouver de la manite du mouche. Puis les endroits où c'est comme jaune moutarde, c'est des endroits où il y a très peu de chances de trouver de la manite du mouche. Fait qu'on a développé des modèles pour certaines espèces qui sont très, très, très faciles à identifier comme ça. Puis là, on a embauché une petite cohorte d'étudiants gradués, 5 étudiants gradués qui connaissent presque rien aux champignons. Puis là, on les a retournés dans le bois. Puis là, on leur a dit, vous allez aller à ces coordonnées GPS-là, dans la bonne saison, évidemment, pour les 5 champignons. Puis on a dit, vous allez valider nos modèles pour qu'on sache si nos modèles sont bons. Parce qu'un modèle, ça ne demeure qu'un modèle. Puis là, on voulait qu'ils valident nos modèles pour savoir si, quand on dit que c'est rouge, bien, est-ce que nos modèles, ils fonctionnent? Donc, évidemment, ça peut sembler peu comme efficacité. La meilleure efficacité qu'on a eue, bien, c'était justement pour la manite du mouche. On était comme à 65-70 de taux d'efficacité. Ça veut dire que 65 du temps, on se présentait dans un peuplement où, d'après nos modèles, il devait y avoir de la manite du mouche, puis on trouvait de la manite du mouche. Ça semble peu, mais pour un cueilleur commercial, avoir cette information-là, même si c'est juste 70 c'est incroyable. Parce qu'au Québec, la forêt, c'est grand. Quand on vit à Ripon, on le sait, mais la forêt, c'est immense. Puis où est-ce qu'on commence à chercher, puis pour quelle espèce qu'on commence à chercher? Donc, les cueilleurs, le 3/4 de leurs dépenses, c'est de l'essence. Parce qu'ils se promènent, puis ils vont aux endroits où ils sont allés les années précédentes, mais quand il n'y en a pas, bien, ils cherchent à d'autres endroits, puis ils se promènent, puis ils font de la route forestière en pick-up, puis ils perdent du temps, puis ils perdent de l'essence. Fait que d'avoir cette information-là, pour eux, ça valait beaucoup, ça vaut de l'or. Fait que passer de 15 à 65 même si 65 ce n'est pas énorme, c'était quand même excellent. On a fait la même chose en Mauricie, par exemple. Là, ça c'est la région du Lac-Édouard. Là. Puis ici, ce que vous voyez, c'est des chemins forestiers. Fait qu'on a généré les cartes pour un paquet d'espèces qui sont intéressantes, sauf pour la chanterelle. La chanterelle, on aurait aimé avoir une carte qui fonctionne très bien, mais on n'a pas réussi à avoir un bon support statistique parce que c'est un peu complexe le cas de la chanterelle, mais puis c'est probablement le champignon qu'on veut le plus récolter au Québec. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une population de chanterelle au Québec, mais il y a à peu près 4 populations de chanterelles différentes. Puis si vous récoltez de la chanterelle en Europe, vous allez voir tout de suite qu'elle est légèrement différente de la chanterelle du Québec. Elle est plus grosse, elle est plus massive, le pied est plus long, puis elle a le chapeau plus étalé. Fait que il n'y a pas une chanterelle au Québec, il y en a 3, 4. Fait que, dans le fond, nos modèles n'étaient pas bons pour aucune des 4 variétés de chanterelles. Il faudrait qu'on ait plus d'échantillons pour être capable de créer comme 4 modèles différents pour les 4 variétés de chanterelles. Alors qu'à la manite du mouche, on a un beau clade génétique qui est vraiment, vraiment restreint, puis on était capable d'avoir des beaux modèles. Donc, juste pour revenir un peu à des données qui sont intéressantes, je vous ai dit qu'on avait des OTU. Donc, les OTU, ça correspond à des espèces qui sont décrites, mais dans certains cas qui ne sont pas décrites. On est parti de 0,5 g de sol fois 500, donc c'est quand même assez peu de sol. Mettons, ça fait quoi? Ça fait 25 g de sol à peu près au total. Donc, dans 25 g de sol au total, on a trouvé 14 500 OTU, donc l'équivalent de 14 500 espèces. Je vous le dis juste pour que vous ayez une idée de la diversité de mycélium de champignons et de spores de champignons qu'il y a dans 0,5 g de sol. C'est phénoménal.
Ça, c'est des espèces ou des taxons qui sont différents. Donc, évidemment, il y en a qui sont très, très abondants et d'autres qui sont beaucoup moins abondants, mais on a été capable d'en détecter 14 000 différents. Sur les 14 000, il y en a quand même 4 500 pour lesquels on est capable de se rendre au genre ou à l'espèce. Ça veut dire qu'il y en a presque 10 000 qui sont des espèces qui sont non décrites. Okay? Fait que ça veut dire qu'on a à peu près je sais pas, le 3/4 des espèces de champignons du sol qu'on ne connaît pas. Puis ça, c'est important en écologie parce que les champignons ont des fonctions très, très, très importantes dans le sol, dans les cycles géochimiques, dans la dégradation de la matière organique, mais on ne sait même pas c'est quoi ces espèces-là. Donc, c'est important de connaître les choses, mais c'est important d'être conscient de ce qu'on ne connaît pas aussi, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas quand on fait ce genre d'études-là. On les a catégorisés là, dans les grandes familles de champignons. Donc, par exemple, les agaricales, qui sont des champignons très, très, très connus, là, comme le petit champignon blanc de l'épicerie que vous achetez probablement, ça fait partie des agaricales. Donc, ils représentaient quand même une grosse quantité de la diversité de champignons. Les russules, c'est probablement le champignon que vous voyez le plus souvent quand vous allez en forêt. La russule hémétique, qui est un petit champignon à chapeau rouge, là, il est un peu rosé, là, mais quand c'est sec, il devient vraiment rouge, puis le pied est assez blanc. C'est un champignon qu'on voit partout à la grandeur du Québec. Fait que là, avec toutes ces données-là, parce qu'on avait une partie des données qui étaient protégées par la propriété intellectuelle, toute la partie sur les modèles, mon étudiante ne pouvait pas publier, mais elle faisait quand même un doctorat, donc on voulait qu'elle publie. Fait qu'on a quand même publié des données plus au niveau de la richesse fongique. Je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc, la première chose qu'on a regardé, c'est quoi qui va moduler les communautés fongiques. Donc, parmi tous les critères qu'on avait, donc plusieurs qui étaient déjà présents dans les données écoforestières, mais d'autres qu'on a prélevés sur le terrain. Par exemple, le pH, ce n'est pas une donnée qui est présente dans les données écoforestières, c'est une qu'on a prise dans nos échantillons de sol. Donc, où vous voyez des petites 3 étoiles, en fait, c'est les critères qui étaient les plus statistiquement significatifs pour moduler les différentes communautés fongiques. Donc, puis il y en a qui sont assez intuitives, là, le type d'espèce. Donc, c'est évident qu'on ne retrouve pas les mêmes communautés fongiques dans un peuplement de résineux que dans un peuplement décideux. L'âge du peuplement est aussi très, très, très important. Puis ça, tous les cueilleurs de champignons le savent. S'il y en a parmi vous qui sont des cueilleurs amateurs, je ne vous apprends rien là-dessus. Le pH, donc le pH de tous les critères, c'est vraiment le critère qui est le plus important au niveau statistique. Le contenu en argile, c'est ça. Et les précipitations. Ça aussi, les cueilleurs de champignons le savent parce que les cueilleurs de champignons vont cueillir des champignons 1 semaine à 10 jours après une pluie abondante, puis là, ils savent qu'il va y en avoir. Cette année, par exemple, pour la Morille, ça n'a pas été une bonne saison, mais il n'y a pas plu de tout le printemps. C'était sec, sec, sec. Il y avait des feux de forêt partout. On n'en cherchait pas des Morilles, ça ne servait à rien de sortir de chez nous. Donc, c'est les critères les plus importants. Puis, c'est pas mal les mêmes critères qui vont influencer la richesse donc d'un échantillon. L'âge du peuplement, la mousse et les précipitations qui arrivent en 4e, c'est les 3 éléments là, qui vont influencer le plus la richesse d'un échantillon. Il y a une croyance en écologie que moi, je remets un peu en question, c'est qu'on a tendance à croire que plus un environnement, puis là, je ne parle pas juste des champignons, plus un environnement est riche, plus il va être résilient, puis plus il va être à l'équilibre. Puis il y a certainement une partie de ça qui est vrai, mais en fait, on voit qu'il y a des... Nous, on avait certains sites qui avaient été perturbés, où il y avait eu des travaux forestiers qui ne sont pas identifiés là-dedans, là, parce qu'on n'en avait pas tant, mais on voyait autant de richesses que dans des sites qui étaient plus à l'équilibre, puis où il n'y avait pas eu du tout de travaux. D'habitude, ce qu'on dit, c'est que la perturbation des habitats va entraîner certaines espèces qui vont proliférer au détriment de d'autres. Mais avec les outils que nous, on a utilisés, on n'a pas détecté ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, avec nos outils, on n'a pas vu ça. Okay. Ça, c'est un petit exemple là, parce qu'on avait des pages et des pages de matériel supplémentaire et plein de PCA, mais on peut voir, par exemple, que les communautés qui sont jeunes, ça, c'était les arbres de moins de 35 ans versus tous les arbres de plus de 35 ans.
On voyait qu'il y avait des ségrégations quand même assez importantes au niveau des différentes communautés qu'on avait vues. Puis on avait des clusters qui étaient plus restreints dans les communautés qui étaient vieilles. Puis en fait, on verrait ça encore plus. Comme là, jeunes, moins de 35 ans, c'était un peu large, mais si on faisait 0,5 ans, 5, 10, 10, 15, 15, 20, on verrait d'autres clusters qui apparaissent. Fait que les communautés vont évoluer au fil de l'âge du peuplement. Puis là, le nouveau projet qui a été financé hier, en fait, c'est qu'on fait la même chose pour la truffe. Parce que quand la truffe n'était pas couverte dans le projet qui a été financé initialement, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà senti de la truffe ou mangé de la truffe, c'est phénoménal. Quand on a senti de la truffe une fois, puis je ne parle pas d'huile de truffe synthétique. De l'huile de truffe, en passant, ça n'existe pas. Là. Si vous avez senti de l'huile de truffe, c'est de l'huile d'olive aromatisée avec des aldéhydes qui donnent une odeur de truffe. Là. Mais moi, quand j'étais en Espagne, là, il avait mis, c'était le plus gros distributeur de truffes en Europe. Il avait mis une grosse truffe blanche, à peu près comme ça, là, sous une cloche de verre. Là. Puis là, il parlait de truffe, ça faisait comme 20 minutes qu'il parlait de truffe, puis ça sentait absolument rien. Là. Puis là, quand il a levé la cloche de verre, là, ben, les gens qui étaient dans la première rangée en avant, ils ont fait wow! Quand ça arrive, l'odeur, là, c'est phénoménal. Puis moi, j'étais comme 5 ou 6 rangées en arrière. Là, puis vraiment, ça couvre toutes les... Ça sent bon ou ça sent pas bon? Je suis pas sûre. Non, ça sent vraiment bon, mais c'est une odeur qu'on rencontre pas autrement. C'est difficile à caractériser. C'est une odeur qui est vraiment très, très, très difficile à caractériser. Et c'est extrêmement puissant. Et c'est pour cette raison-là qu'on utilise des animaux, donc des cochons ou des chiens. Donc, on a fait une sortie aux truffes à l'UQTR la semaine dernière avec un petit cochon entraîné pour récolter les truffes. On en a trouvé juste à côté de la piste cyclable. Incroyable. En se rendant à l'endroit où on pensait qu'il allait peut-être avoir des truffes, en fait, on n'était même pas rendu, on marchait, puis là, le cochon est devenu tout fou, puis il s'est mis à gratter le sol. Fait que de moins en moins, les cochons sont utilisés, puis en Europe, ils disent... En fait, ils expliquent bien pourquoi les cochons sont plus utilisés. Les cochons ont un excellent odorat, mais les cochons, le problème, c'est qu'ils adorent les truffes. Puis s'ils réussissent à attraper la truffe, ben, il y a des personnes qui ont perdu des doigts à essayer de récupérer la truffe dans la bouche du cochon, parce que le cochon, il ne veut pas la rendre, la truffe. Tandis qu'un chien truffier, ça a peut-être l'odorat un petit peu moins performant, mais le chien, il n'aime pas tant la truffe. Fait qu'on peut échanger la truffe contre une petite gâterie pour chien. Il va laisser tomber la truffe et on va lui donner la petite gâterie pour chien. Donc, mais traditionnellement, ça se faisait avec des cochons. Donc, pour finir notre projet, ce qu'on veut faire pour la truffe, dans nos 500 échantillons, on avait 70 sites sur lesquels on avait de la truffe. Au début, on disait, 70 sites sur 500, c'est beaucoup, on va avoir un bon support statistique. Mais en fait, on avait 2 truffes qui étaient très abondantes. On avait comme 30 échantillons chacun. Mais c'était des truffes qui n'étaient pas vraiment d'intérêt. C'était des truffes sauvages qui ne sentent rien et qui coûtent rien. Puis là, les truffes d'intérêt, on avait comme un ou 2 échantillons pour chacun. Mais là, on a fait équipe avec une fille qui a fait son doctorat sur la truffe à l'Université Laval, Véronique Cloutier, qui, elle a trouvé 70 sites où il y a de la truffe. En fait, moi, j'ai révisé sa thèse de doctorat puis j'ai trouvé ça tellement créatif, son projet, que je ne me gêne pas à en parler aux étudiants parce que elle a amené son projet à son directeur. C'est une idée qu'elle a eue, puis je trouve ça génial. Elle voulu travailler sur la truffe, puis elle a eu une idée que je trouve incroyable, c'est que sur des petits bardeaux de cèdre, elle a placé du beurre de pinot mélangé à de l'huile de truffe. Elle a déposé ça en forêt. Elle a laissé ça 2 jours, puis elle repassait après 2 jours. Puis là, les micro-mammifères, les petits écureuils, les campagnols, les petites souris qui vivent super, ils allaient sur le bardeau de cèdre, puis ils mangeaient du beurre de pinot. Puis ça n'a pas l'intestin bien long, ces petits animaux-là. Fait que quand ils mangeaient du beurre de pinot, ben, ils laissaient des crottes sur le bardeau de cèdre. Fait qu'elle, elle ramassait les crottes, elle les mettait dans des tubes, puis elle séquençait l'ADN. Puis quand il y avait de l'ADN de truffe, ben, elle savait qu'il avait mangé de la truffe. Puis ça n'a pas non plus des aires de vie très, très grandes, ces petits animaux-là. Fait qu'elle savait, mettons que dans un campagnol, je donne un exemple, je ne me souviens plus, mais mettons dans un rayon de 20 mètres, ça veut dire qu'il y avait de la truffe. Puis là, elle arrivait, puis elle sarclait, puis elle trouvait des truffes. Fait qu'on a enrichi notre base de données de 70 sites où il y a des truffes. Fait qu'elle, à partir de l'ADN, elle était capable de dire c'est quoi l'animal, parce que, comme je vous dis, on est capable d'identifier chaque espèce à partir de son code barre, à la fois pour l'animal et pour le champignon. Fait qu'elle a décrit des micro-mammifères qu'on ne savait même pas qu'ils mangeaient de la truffe, mais là, on le sait
maintenant, puis on a trouvé de la truffe à des endroits qu'on ne se doutait pas qu'il y avait de la truffe. Parce qu'en Europe, ils cultivent la truffe en association avec le chêne vert. Puis nous, on a découvert que dans les sapinières, bien, il y a plein de truffes. On n'aurait jamais pensé à regarder dans les sapinières sans son projet. C'est super intéressant. Fait que là, on a enrichi notre base de données, puis on va faire rouler nos modèles en collaboration avec Truffe Québec cette fois-là. Parce que Truffe Québec, ce qu'ils font, c'est qu'ils mycorhizent des plants puis ils les vendent à des agriculteurs qui veulent convertir leur champ en trufferaie. Puis il y a des fois où ça marche, puis il y a plein de truffes qui s'associent avec les arbres, mais les mêmes lots d'arbres qui sont plantés ailleurs, des fois, il n'y a pas de truffes. Il y a quelque chose dans le sol qui fait que des fois ça marche, puis des fois ça ne marche pas. Mais peut-être que dans nos données écologiques, nous, on va trouver c'est quoi qui fait en sorte qu'à certains endroits, il y a de la truffe, puis à d'autres endroits, il n'y a pas de truffe. Donc, c'est un mélange de recherche fondamentale et de recherche appliquée un petit peu. Là, je vais vous présenter la partie un peu plus aride. Maintenant que je pense que je vais la partie. C'est la partie sur le nucléopore. Mais, bon, vous avez tous fait des cours de biologie, fait que j'assume que vous connaissez bien la biologie cellulaire. Donc, ça ici, ce que je représente, c'est un noyau. Donc là, on est rentré à l'intérieur de la cellule, c'est le noyau. Et à la surface du noyau, ce que vos professeurs vous ont peut-être pas dit, mais c'est comme une évidence, c'est que le noyau, il doit avoir des petits trous. Parce qu'évidemment, tous les ARN qui sont produits à l'intérieur du noyau, bien, ils doivent sortir du noyau pour aller être traduits dans le cytosol. Puis toutes les protéines qui sont faites, par exemple les histones et les facteurs de transcription, ils doivent rentrer dans le noyau. Donc, ça prend des trous. Ces trous-là, on appelle ça des nucléopores. C'est des complexes de protéines qu'on appelle des nucléopores complexes en anglais, des complexes de nucléoporines. Donc, on les voit ici. Donc, il y en a là, à la surface d'un même noyau, il peut y avoir 10 000 de ces trous-là. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. La membrane nucléaire, c'est une membrane qui est très, très, très poreuse. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2009 pendant mon premier postdoc. Là, j'ai réactivé ces recherches-là en 2015 dans mon labo, puis on voulait poser 3 questions, en fait. C'est est-ce que les composantes du nucléopore, qui est représenté ici, est-ce qu'ils sont affectés par l'immunité? Parce que chez l'humain, c'est très, très bien connu. Par exemple, on sait que le VIH, qui est un virus, un rétrovirus, il doit aller à l'intérieur du noyau pour intégrer son ADN dans notre génome. C'est pour ça qu'on ne guérit jamais d'une infection au VIH, parce que son génome est intégré à notre génome. Donc, on peut diminuer les symptômes, ou même maintenant, avec la trithérapie, presque complètement les éliminer, mais on ne sera jamais complètement guéri du VIH. Donc, il y a plein de virus qui doivent aller à l'intérieur du noyau. Chez l'humain, c'est bien connu, le virus de l'hépatite B fait la même chose. Il va interférer avec le pore nucléaire pour aller rentrer à l'intérieur. Mais chez les plantes, il n'y a personne qui a travaillé là-dessus. Donc, est-ce que l'immunité affecte le pore nucléaire? Est-ce que les virus sont capables d'affecter le pore nucléaire? Puis ça, c'était comme mon Graal. Ce que j'aurais aimé faire, c'est est-ce qu'on serait capable de prendre une photo 3D de ces pores nucléaires qui sont quand même très, très, très petits. Donc, en 2010, j'ai commencé à travailler sur un protocole pour essayer d'avoir la structure 3D du pore nucléaire. Mais je vous présente les 2 premiers d'abord, puis on va terminer avec celui-là. Donc, j'ai eu une super étudiante, Joëlle Rancourt, une étudiante que j'ai recrutée en biochimie. Puis là, on a décidé de procéder par spectrométrie de masse pour savoir, donc, c'est quoi exactement les spectrométries de masse des protéines, pour savoir quelles sont les protéines dans le pore nucléaire. Fait que là, elle a fait des enrichissements de noyaux, pas purifiés, pas juste des noyaux, mais on voulait enrichir les noyaux, mais pas éclater les membranes parce qu'on ne voulait pas perdre les pores nucléaires lorsqu'on faisait l'extraction. Donc ici, vous voyez un peu, là, il y a 34 protéines dans le pore nucléaire de plantes. Fait que nous, on prenait ces échantillons-là, on les envoyait en spectrométrie de masse, puis on voulait savoir sur 34 combien on est capable d'en détecter de façon quantitative. Il y avait un protocole qui avait été publié, c'est pas celui-là, il y en avait un dans Nature Biotechnology qui avait été publié en 2019 où ils détectaient 22 nucléoporines sur 34. Là, Joëlle était dessus. Elle a dit qu'il faut au moins que j'arrive à 22 sur 34. Mais quand elle est arrivée à 22 sur 34, ça lui a pris environ 6 mois avec le protocole qui avait été publié dans Nature Biotech. Elle obtenait des choses comme ça. Donc, en bleu, ce qu'on voit, c'est l'ADN. Puis, il devrait y avoir de la GFP autour du noyau, mais on ne la voyait pas. Ces noyaux étaient tous éclatés, malgré que c'était un excellent protocole qui avait mis beaucoup de points à optimiser.
On obtenait des nucléoporines. On arrivait aux 22 nucléoporines de l'article, mais on se rendait compte que nos noyaux ils étaient laids. Fait que Joël a pris 6 mois de plus pour arriver à ça. Donc, des noyaux qui sont à peu près ronds, autour desquels on voit la protéine fluorescente verte. Donc, c'est une de nos nucléoporines qui est marquée avec la GFP, puis l'ADN à l'intérieur. Donc, en 1 an, elle était capable de mettre au point un protocole qui ne brisait pas et n'éclatait pas les noyaux. Et quand on envoyait ces noyaux-là en spectrométrie de masse, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir au moins les 22 nucléoporines que le papier de Nature avait. On en a 32. Donc, on a 32 des 34 nucléoporines avec le protocole de Joël. Fait que là, on s'est dit, yes, là, on a un super bon outil pour détecter de façon quantitative la majorité des nucléoporines. Puis là, Joël, elle a regardé, donc, différents marqueurs. Donc, H3, c'est une histone. Donc, ce qu'elle voulait savoir, c'est dans sa fraction nucléaire, on devrait avoir beaucoup d'histones parce que les histones, c'est des protéines qui sont nucléaires. Donc, effectivement, c'était fortement enrichi dans la fraction nucléaire. Puis ça, ici, c'est une protéine cytosolique. Donc, c'est la Heat Shock Protein 70, mais la version cytosolique. On voit qu'on a encore des protéines cytosoliques un petit peu dans notre fraction nucléaire. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas une purification, mais c'est vraiment juste un enrichissement. Il nous reste un petit peu de fraction nucléaire. Donc, les expériences que Joël a mis au point pour tester les questions. Ah oui, les quatre nucléoporines, on en a 32. Les 4 qui nous manquaient, c'était CPR5, NUP50A et B et NUP98B. Mais on s'est rendu compte après que ce n'était pas si grave qu'il nous les manque parce qu'on peut avoir uniquement NUP98A ou B. On ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est toujours un ou l'autre dans le nucléopore. Puis, il y a NUP50A, 50B et 50C. Puis nous, on avait 50C, mais pas 50A ni 50B. On a aussi juste un des trois à la fois. Celui-là, on ne sait pas pourquoi on ne l'a pas détecté. Puis en gros, pourquoi on a utilisé RA1 pour mettre au point ce protocole-là? C'est que RA1, il est ici. Okay? Il est complètement du côté cytosolique du nucléopore. Il n'est pas, lui, associé à la double couche de phospholipides. Parce que ça, ici, c'est comme le cœur du nucléopore. C'est très, très bien associé à la membrane. Fait qu'on a choisi une protéine qui est attachée de façon très lousse à la membrane. Fait qu'on s'est dit, si on la garde, celle-là, ça veut dire qu'en fait, on garde probablement toutes les autres protéines aussi. Donc, Joël, ce qu'elle a fait pour répondre aux 2 questions que je vous ai mentionnées, on voulait savoir, est-ce que les virus altèrent les nucléopores? Fait qu'elle a fait des infections avec un virus qui est le virus de la mosaïque du plantain. Donc, Plantago asiatica mosaic virus, le plantain qui est la petite plante qu'on trouve sur les parterres. Bon, il y a un virus qui infecte aussi Arabidopsis. Puis, on avait une version sur laquelle la GFP a été ajoutée, fait qu'avec une lampe UV, on est capable de suivre l'infection. On a utilisé une molécule qui stimule l'immunité, qui est semblable à l'acide salicylique, qui s'appelle l'acide isonicotinique. Fait que ça stimule l'immunité, puis ça, en fait, c'est le virus. Elle a fait ses enrichissements nucléaires, sa spectrométrie, puis la bioinformatique. Puis, donc, les contrôles qu'elle faisait, c'est qu'on prélevait les échantillons 24 heures après l'infection, mais c'est tellement tôt après l'infection qu'on ne savait pas si l'infection avait fonctionné encore. Fait que ce qu'elle faisait, c'est que par Western blot, elle vérifiait pour la présence du virus à 1 jour, 2 jours, 3 jours et 5 jours après l'infection, puis on voyait qu'il y avait vraiment une progression du virus dans le tissu. Puis de la même façon, on pouvait voir avec la GFP, à 4 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, on voyait que le virus se propageait vraiment dans la plante. Puis ici, on voit même au niveau de la tige là, que le virus il est partout, il est en train de se propager partout au niveau de la tige. Donc, ce qu'elle a trouvé quand elle a fait sa protéomique, premièrement, c'est que nos 3 traitements se séparaient vraiment bien. Donc, en bleu ici, on a nos traitements contrôle, donc nos 5 plantes qui n'avaient pas reçu ni de virus, ni d'induction de l'immunité, nos plantes qui étaient infectées par le virus, puis nos plantes dans lesquelles on avait induit l'immunité. Là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi le virus, lui, n'induit pas l'immunité, en fait? C'est un virus que la plante n'est pas capable de détecter. Elle ne se défend pas contre ce virus-là. Il n'y a pas de protéines que la plante détecte. Fait que le virus, il va détruire la plante sans qu'elle soit en mesure de se défendre. Fait que ça nous permettait de poser la question, 2 questions séparées. Est-ce que le virus affecte les protéines sans induction de l'immunité?
puis est-ce que l'immunité va induire les protéines du nucléopore. Donc, c'est un volcanoplot où vous voyez dans toutes les protéines qui sont dérégulées dans les deux conditions. Il y a l'air d'en avoir beaucoup, mais celles qui sont significatives, c'est juste celles qui sont en rouge ici, qui étaient plus abondantes que dans la condition contrôle, ou celles qui sont en bleu ici, qui étaient moins abondantes que dans la condition contrôle. Puis nous, tout ce qui nous intéressait là-dedans, c'était les nucléoporines. Fait qu'on a, il y en a probablement qui sont très, très, très intéressantes, mais on les a mis de côté, puis on a regardé uniquement les nucléoporines. Et dans les plantes traitées par la virus, il y avait seulement 2 nucléoporines. Il y avait NUP50C et une autre, elle a 2 noms, c'est soit NUP1 ou NUP136. Ce qu'on voyait, c'est que NUP1, il y en a moins en présence du virus, puis même chose, NUP-C, il y en a moins en présence du virus qu'en présence du contrôle. On a fait la même chose pour les plantes dont l'immunité était induite. Et là, il y en avait 3. Il y avait Aladin, NUP214, puis CE1. Puis dans les 3 cas, elles aussi, elles étaient moins abondantes que dans la condition contrôle. Donc, ce travail-là n'est pas terminé. Et, ouais, c'est ça. Ce travail-là n'est pas terminé. Puis là, j'ai un étudiant au doctorat qui a généré les mutants pour. Ce mutant-là est létal, donc on ne peut pas travailler sur cette plante-là parce qu'il est embryo-lethal, fait qu'on ne peut pas régénérer des individus chez un homozygote, mais il a généré des mutants knockout pour les 4 autres plantes. Puis là, on regarde leur susceptibilité au virus. On a essayé de publier, puis disons que ça a été refusé, puis on a décidé plus de bonifier le papier plutôt que de le vendre à rabais. Puis le 3e élément, si vous vous souvenez que je voulais faire, c'était essayer d'avoir la structure 3D du nucléopore. Fait que la méthode par excellence pour voir la structure 3D d'un complexe de protéines, c'est la tomographie, plus précisément la subtomographie. Mais pour réussir à faire ça, puis ça se fait bien avec des cellules humaines, c'est qu'on doit congeler l'échantillon à moins 220 degrés Celsius de façon très, très, très rapide, puis pas avoir de cristaux de glace qui vont se former. Mais, donc, depuis 2010, j'essayais de développer des protocoles pour faire ça, puis je n'étais pas capable. Mais là, j'ai mis une étudiante sur le projet, malgré que ça faisait elle est arrivée en 2016. Ça faisait 5-6 ans que j'essayais de développer des protocoles, mais elle ne s'est pas découragée, puis vous allez voir, elle a mis au point un protocole pour faire ça. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé Arabidopsis, donc une petite plante qu'on utilise beaucoup au labo. Elle l'a fait pousser sur des plats de pétri carrés, donc ça, c'est un milieu synthétique. Puis ces plats de pétri, au lieu de les mettre à plat dans la chambre de croissance, elle les a mis debout comme ça. Fait que les racines, au lieu de rentrer à l'intérieur du milieu, bien, ils couraient comme sur la surface du milieu vers le bas. Puis là, avec une lame de rasoir, bien, elle coupait ici, puis elle pouvait ramasser très, très facilement toutes ces racines. Donc, elle pouvait travailler à partir des racines parfaitement stériles. Donc, ça a été un très long protocole. Je vous résume comme 2 ans et demi de travail qui a été fait en collaboration avec l'Institut Max Planck. Parce que nous, on a mis au point un protocole, mais on n'avait pas de tomogramme à l'UQTR. Puis, en fait, les seuls tomogrammes qui sont disponibles au Québec, c'est dans des hôpitaux. On n'a pas disponible dans des instituts de recherche. Donc, elle est allée passer 3 mois. En fait, elle est partie pour 3 mois au Max Planck. Puis, ça a marché après 2 mois et demi. Puis là, elle est restée 10 mois de plus pour finir les expériences. Fait que c'est vraiment une étudiante extrêmement dédiée. Mais il y a eu un bénéfice, c'est que là, en fait, elle est fiancée maintenant avec un Allemand. Et là, elle s'est trouvée un emploi en Allemagne, là, elle déménage en Allemagne. Mais en gros, donc, on générait des protoplastes. À partir des racines qu'elle avait coupées, environ 2000 racines par expérience. Elle les coupait avec une lame de rasoir. Elle mettait ça dans une solution de macérosine. Dans le fond, les racines contiennent des cellules, puis on digère les parois cellulaires. Fait qu'au lieu d'avoir des cellules dans un tissu, toutes nos cellules deviennent rondes, comme on voit ici. C'est des cellules végétales, mais rondes. Il n'y a plus de parois cellulaires autour. Okay. On mettait ça dans des grilles de microscopie électronique. Ensuite, on congelait ça à moins, je pense, 221 degrés Celsius. Puis là, il fallait identifier où étaient nos cellules et où étaient nos noyaux dans nos cellules. Donc, ça, par microscopie à fluorescence, elle était capable de dire ici un noyau, ici un noyau. Donc, elle enregistrait les coordonnées X, Y, Z.
pour ensuite faire la tomographie. Donc, première des choses, c'est ici, par exemple, il y avait un noyau qu'elle voulait imager. Ça, c'était le noyau en question qu'on a vu tout à l'heure. Puis là, elle devait rendre l'échantillon environ à 100 nanomètres d'épaisseur par c'est comme un rasage avec un ion de gallium qu'elle faisait. Le cryo-thème, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de prendre la photo du même échantillon, mais 60 fois avec 1 degré d'écart à chaque fois, ce qui nous permet éventuellement de générer une structure 3D. Mais elle ne l'a pas fait sur un seul échantillon, elle a fait donc 60 photos de 95 échantillons. Donc, 95 noyaux différents qu'elle a trouvés pendant les mois qu'elle était là. Puis, dans le fond, ces 60 photos, ça générait quelque chose comme ça. Puis ici, un nucléopare. Ça, c'est la membrane. Ça, c'est la membrane. Ici, un nucléopare. Ici, un nucléopare. Ici, un nucléopare. Fait que vous voyez que le problème, c'est que le nucléopare, il est très peu dense par rapport aux membranes. Donc, ça prenait énormément de photos pour réussir à faire des cartes de densité. Mais je vais vous présenter le résultat final. C'est ça, le résultat final. Qu'elle a réussi à reconstruire, c'est la photographie en 3D d'un nucléopare de plantes. La première, ce n'est pas publié encore. Dans le fond, ça ici, c'est où la double couche de phospholipides vient s'ancrer. Ici, on est du côté cytosolique, puis ici, on est du côté nucléaire. Maintenant, c'était nouveau pour les plantes, mais ça a déjà été publié chez d'autres organismes, comme chez l'homme, par exemple, puis chez la microalgue Chlamydomonas raynaudii. Évidemment, nous, au départ, on se disait, bien, les algues, c'est une plante, puis une plante terrestre, c'est une plante, fait que probablement qu'Arabidopsis, puis une algue, ça va être pareil. Mais si vous regardez, là, puis là, je ne présenterai pas toutes les mesures, Arabidopsis, le nucléopare d'Arabidopsis ressemble beaucoup, beaucoup au nucléopare humain et pas du tout au nucléopare de Chlamydomonas. Puis en fait, bizarrement, Chlamydomonas ressemble à celui de la levure, qui est un champignon, puis Arabidopsis, qui est une plante, ressemble à celui de l'humain, mais pas à celui de l'algue. On a fait plein de mesures, puis dans tous les cas, Arabidopsis ressemble à celui de l'humain. Là, on ne sait pas pourquoi, on a un paquet d'hypothèses, mais en tout cas, on est à l'étape des hypothèses. Puis bon, il me reste 2 minutes à peu près. Mais, OK, pour ceux qui sont dans la salle, je vous l'ai présenté au début, là, on a fait un petit projet je suis resté très intéressé par la génomique des populations. Fait qu'on a fait un petit projet sur le cannabis parce que ce qui est intéressant dans le cannabis, c'est qu'il y a plein de monde là, qui fait pousser du cannabis partout au Québec. Tout le cannabis a la même propriété, c'est qu'il a été sélectionné pour sa teneur en THC. Fait que les gens ont pris des variétés qui avaient beaucoup de THC, qui ont croisé avec d'autres variétés qui avaient beaucoup de THC pour avoir plus de THC. Fait qu'il y a un seul trait qui a été sélectionné, la quantité de THC. Pas la résistance aux maladies, pas l'architecture, rien. Fait que moi, j'ai dit, si on retourne à l'endroit où le cannabis est né, qui est à cet endroit-là, à peu près ici, comme une zone qui fait à peu près 2000 km par 2000 km, bien là, il va y avoir énormément de diversité génétique qui n'a pas été sélectionnée, puis on va être capable de retrouver des traits ancestraux qu'on pourrait introgresser dans des variétés commerciales de cannabis. Donc ça a amené à ce projet-là où on a récolté 476 échantillons de cannabis en l'espace de 6 semaines avec des équipes d'étudiants de mon laboratoire. Donc, moi, j'ai fait tous les échantillons qui sont ici avec 2 équipes, puis on a eu 2 autres équipes qui sont allées ici. Ceux qui ne connaissent pas trop l'Inde, là, ça ici, c'est le Népal, ça ici, c'est la Chine. On ne savait pas quand on était allé là que c'était une zone de guerre avec la Chine. Puis, ça ici, c'est le Pakistan. Puis, on n'est pas allé ici parce que c'est le Cachemire, puis il y avait trop de risques de se faire enlever. Donc, on a fait 2 choses. Encore du metabarcoding parce qu'on veut définir. Il y a beaucoup de maladies quand on cultive le champignon, le cannabis dans les serres ou dans les serres de croissance, parce qu'on essaie de le cultiver sans micro-organismes. Mais en nature, il est associé à plein de micro-organismes. Fait que là, nous, on veut définir c'est quoi le microbiome de base. C'est quoi qu'elle a besoin, la plante de cannabis, comme ami pour se défendre contre les ennemis. Là, on pourrait inoculer les plantes avec ces amis-là, puis ça la protégerait contre les ennemis. L'autre chose qu'on fait par séquençage génomique, c'est de déterminer la structure de la population. Puis on a pris plein de mesures sur les plantes, comme la distance internodale, la longueur des branches, la grosseur des cocottes, et ainsi de suite. Puis là, on va faire des associations. J'ai fini. On va faire des associations de génétique et de phénotype. Et voilà. Clic. Oups, c'est bon. Donc, j'ai réussi. Oui, c'est mon wrapping up. Mais je veux surtout remercier mes étudiants. Donc, Snehi, ici, qui est une étudiante indienne, Théo faisait partie de l'expédition aussi en Inde. Il y a des étudiants qui sont partout, mais
il y a mon étudiante, c'est pas mon étudiante, ma professionnelle de recherche ici, Mélodie, ça fait 11 ans qu'elle est dans mon laboratoire, puis elle est très, très précieuse. Mais il n'y a aucun étudiant québécois là-dedans. J'ai juste un étudiant québécois dans mon laboratoire. Puis merci à tous les organismes qui ont financé ces différentes recherches. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, sur tout le contenu? Ou en ligne. Ou en ligne? Je ne sais pas, là, Benoît gère en ligne, là, mais une question? Oui. Si on va avoir la carte des champignons, Bien, en fait, la carte est distribuée par la communauté de Premières Nations en association avec Projetgraph, puis les vendre plus à des MRC qu'à des individus parce que ça nécessiterait. Tu sais, les gens, toi, tu voudrais probablement ce qu'il y a autour de ta maison, mettons, là. Ça demanderait trop de cartes. Oui. Vous avez parlé des nucléopores, des arbres qui ressemblent à celui des sapiens, mais vous avez parlé d'hypothèses. Oui. Quelles hypothèses? Bon, Arabidopsis et l'humain ont une chose en commun, c'est que c'est des eucaryotes multicellulaires. Alors que Chlamydomonas et la levure, c'est des eucaryotes unicellulaires qui vivent tous les deux dans des environnements aqueux. Donc, la première chose qui nous est venue en tête, c'est peut-être que ce qui est multicellulaire a un type de nucléopore, alors que ce qui est unicellulaire aurait un autre type de nucléopore. Pas vraiment de raison à ça, là, mais c'est la première chose qui nous est venue en tête. Oui. Je voulais savoir rapidement, c'est quoi les dernières données que vous avez eues par rapport à votre projet de cannabis? Je sais que vous n'avez pas pu finir. Je voulais juste savoir où est-ce que vous en êtes avec... Ouais. Dans le fond, Théo, là, on a toutes les données de séquençage à la fois pour le metabarcoding puis pour le genotyping by sequencing. On a les données brutes. Théo il a sorti tous les SNP, donc pour le GBS. Dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que nous, on ne séquence pas le génome complet du cannabis. On séquence à peu près 4 du génome du cannabis, mais le même 4 pour les 476 plantes. Fait qu'on est capable de les aligner par rapport au génome de référence, qui est CBD-RX. C'est un génome de cannabis médicinal, qui est le meilleur assemblage qu'on a pour l'instant. Puis là, on peut voir les différences. Puis nous, on a les données de phénotype. Puis là, la prochaine étape, c'est de créer un genre d'arbre phylogénétique, mais juste à l'intérieur de nos individus, puis les regrouper par ressemblance. Puis après ça, on va regarder ceux qui se groupent ensemble, est-ce qu'ils ont des caractéristiques phénotypiques semblables? Fait qu'on est rendu là. Puis au niveau dans les diapositives que j'ai passées vite à la fin, c'était le metabarcoding, en fait, pour les bactéries et les champignons. Mais comme je disais avant la présentation, on a des problèmes de code présentement, puis je ne pense pas que ça reflète vraiment la réalité. On devrait avoir beaucoup plus de diversité que ce qu'on retrouve. Fait qu'on ne sait pas si c'est un problème de PCR. Dans ce cas-là, on est complètement foutu parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Si c'est un problème de code, ça ferait plus mon affaire. Vous dites que vous trouvez de faible richesse. Oui. En fait, par exemple, c'est que, supposons, là, les identificateurs devraient être plus étendus. Là, il y en a un par échantillon. Mais cet échantillon-là, par exemple, qui a été choisi au hasard là, par maison, il y aurait une seule espèce de champignon à l'intérieur. Donc, c'est comme quelque chose qui ne se peut pas, ou presque pas, ou ici, il y aurait juste 3 espèces. T'sais, on est parti de feuilles qu'on n'a pas nettoyées parce que les conditions de vie sur le terrain en Inde, dans des endroits reculés, ne nous permettaient pas de traîner de l'éthanol pour 6 semaines. On prélevait la feuille, une feuille qui avait l'air en santé, on la mettait dans un dessicant. En fait, j'ai acheté des poches de thé. On la mettait dans une poche de thé qui contenait du dry ride, puis dans un Ziploc. On se laissait ça pendant l'espace d'environ 1 heure. Notre feuille, elle devenait complètement cassante, là, complètement séchée. Mais on devrait avoir, parce que les champignons qui étaient à l'intérieur de la plante, puis aussi tous ceux qui étaient à la surface de la plante. On devrait avoir beaucoup plus de diversité. J'ai une question à vous. À quel point tu peux espérer, quand tu cultives du cannabis comme ça, faire un spray d'un microbiome XYZ, d'une communauté, disons, puis que ça tienne, en fait, dans le temps, étant donné que les conditions de culture sont différentes? Les conditions de culture sont complètement... C'est ça, je veux dire, c'est complètement différent de l'environnement. Tu sais, tu as beaucoup de variables. Oui, c'est différent de l'environnement, mais en fait, je dirais que les conditions de culture du cannabis, s'il y en a qui ont visité des usines de cannabis, c'est ce que je fais souvent, les conditions sont optimisées.
pour le cannabis de culture, alors que les conditions environnementales en Inde sont aléatoires, là, finalement. En passant, la plus haute plante qu'on a vue, c'est une plante de 6 mètres. Puis la plus petite, c'est une plante de 38 cm. Les deux à maturité là, avec des cocottes. Ce qu'on voit sur le microbiome, en fait, quand les plantes évoluent dans le temps, pas sur le cannabis, parce que ça n'a pas vraiment été étudié sur le cannabis, là, mais tu prends des plants de maïs là, qui sont au stade de cotylédon versus des plantes adultes, tu vois essentiellement un enrichissement, puis de plus en plus d'espèces. Mais les espèces qui étaient là au début sont encore là à la fin, en général. Et ce qui est intéressant dans les communautés microbiennes associées aux plantes, c'est que ce qu'on remarque, ça a été publié, ce n'est pas nous qui l'avons découvert, c'est qu'il y a des espèces qui sont des hubs. C'est-à-dire que si tu enlèves cette espèce-là, il y a plein d'autres espèces qui disparaissent. Probablement qu'ils vont produire quelque chose, une substance, des métabolites qui servent de substrat pour un paquet d'autres espèces. Fait que c'est ceux-là qui nous intéressent essentiellement. On veut trouver ce qui est présent dans toutes les plantes de cannabis. Si c'est présent dans toutes les plantes en santé, c'est forcément quelque chose qui ne cause pas de maladie. Tu penses qu'en ajoutant comme ça, ça va tenir dans le temps malgré les différentes... Même si on avait à réinoculer à chaque 2 semaines, ce ne serait pas tellement grave. Le problème, c'est le mildiou. Le problème de l'industrie présentement, c'est le powdery mildew dans le cannabis. Il y a des résistances, mais les résistances sont défaites. Puis là, on a vu le powdery mildew de l'Ouest qui vient d'arriver dans l'Est. On n'avait plus de problème de mildiou depuis 1 an. Puis là, les problèmes viennent de revenir. Fait que c'est pas une industrie. Il y a des variétés génétiques dans les cannabis qui est cultivé ou pas? Ouais. Ben, en fait, ça, les gens, parce que si vous allez sur des sites comme Tweed ou des sites de compagnies de cannabis, vous allez voir à peu près 10 000 variétés de cannabis différentes. Mais ce n'est pas de la vraie diversité génétique parce qu'en fait, comme je disais au début, le cannabis a été... Il y a peu de gens qui sont allés en Inde qui ont ramené des variétés de cannabis. C'est tous des petits cousins et des petits frères. Quand on fait du RAPD, là, qui est une méthode très crue là, pour regarder la diversité génétique, on voit très, très, très peu de diversité. Il y a de la diversité phénotypique, comme quand on génère des descendances, là, mais il n'y a pas tant de vraie diversité génétique. Là, c'est tout du mariage entre cousins. C'est du mariage entre cousins, exactement. Avec les pertes la perte de richesse génétique, puis perte de locus de résistance. Y a-t-il une question en ligne? Stage, j'ai entendu un... Non, j'ai rien en ligne, malheureusement. OK. Ben, dernière question? C'est bon, tout le monde? Ben, merci beaucoup, Hugo. C'est très intéressant.